Bonjour pour l'ensemble des étudiants, pour, pour les deux ensembles, donc l'ensemble 7 et l'ensemble 8. D'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue aux étudiants de ces deux ensembles. Concernant ce module Introduction à l'économie, ce module, combien il est important pour votre cursus, parce que vu l'ensemble des modules que vous allez suivre durant les 6 semestres, il constitue un module important parce que c'est un module où on va traiter des aspects, des chapitres, dans le cadre de chapitres, que vous allez développer dans les autres modules. Donc, moi, en tant que professeur de cette matière, je dois vous donner l'essentiel dans ces différents chapitres qu'on va voir dans le cadre du plan. Et ces questions, ces notions, ce que nous allons développer, vous aurez l'occasion dans pas mal de modules de les développer davantage. Par exemple, dans le cadre de ce module, nous allons traiter d'un chapitre sur les cours économiques. Vous allez voir, vous allez développer ces courants dans le cadre d'un semestre, dans le cadre d'un module dans le semestre 5, cinquième semestre, sur l'histoire de la pensée économique. La même chose pour l'économie mondiale. Vous aurez un module sur les relations économiques internationales et 6. On va traiter de la mondialisation dans les derniers chapitres. On va traiter des questions monétaires et financières. Donc, vous avez des modules sur ces questions-là. Donc, je suis donc obligé, pas obligé, mais quand même, je dois aborder pas mal de questions dans le cadre de ce module, parce que donc j'ai une responsabilité, j'ai une grande responsabilité d'aborder pas mal d'aspects, pas mal de choses concernant l'introduction à l'économie. Donc l'introduction à l'économie, c'est l'économie générale. Donc avant donc la matière dans l'ancien système, c'était l'économie politique et générale. C'est la même chose. C'est l'introduction à l'économie, c'est introduire l'économie, c'est aborder les questions qui touchent à l'économie, au fonctionnement des économies, aux différents aspects, les théories économiques, les agents économiques, la croissance, les opérations des agents économiques, la production, la consommation, l'épargne, le développement, croissance et développement, l'inflation, les déséquilibres économiques, l'inflation, le chômage, les questions internationales, la balance des paiements, le système monétaire international, le commerce international, la politique économique. Vous aurez aussi un module sur les finances publiques en S4. Donc, on va aborder ces questions budget de l'État, les différentes politiques économiques. Donc, c'est pour vous dire que je suis comme un médecin généraliste qui doit vous donner, vous orienter, qui doit enseigner l'essentiel de certains aspects de l'économie, mais on n'a pas assez de séances pour donc rester confiné dans un seul chapitre ou une seule question. Donc, on doit aborder pas mal de choses que vous allez développer davantage dans d'autres modules durant ces 6 semestres. Cette matière, l'introduction à l'économie, elle a une grande importance par rapport à votre cursus,
pour, donc, pour forger un économiste, pour forger donc, le bagage en économie, c'est une matière qu'il faut vraiment maîtriser, il faut développer davantage. Donc j'ai déposé pas mal de documents. J'ai déposé un document de 80 pages. À côté, donc, vous auriez chaque fois pas mal de documents sous format PowerPoint. Donc, je vais vous envoyer encore d'autres. Donc, on doit compléter parce que une intervention orale ne doit pas dépasser une demi-heure. Donc, vous auriez le complément, le support écrit, c'est très important. Donc, lorsque je viens ici, lorsque je fais cette intervention orale, voilà, c'est pas le régime présentiel. On va prendre 2 heures. Donc, je vais aborder l'essentiel rapidement ici dans l'intervention orale, mais l'intervention orale ne peut pas remplacer le support écrit où vous deviez donc, où vous auriez beaucoup de développement, d'explications. Vous pouvez aussi faire vos propres recherches. Je vais vous donner une bibliographie aussi sur quelques ouvrages importants. L'économie, c'est quoi l'économie? Pour situer l'économie, donc rapidement, l'économie, c'est une science. Elle est qualifiée de science. C'est une science sociale. Donc, cette discipline que vous aviez choisi comme choix pour poursuivre vos études supérieures, il faut quand même la situer par rapport aux autres sciences, par rapport aux autres choix. Donc, il y a les sciences exactes, les sciences physiques, les sciences de la nature, la chimie, la physique, la biologie, mais il y a les sciences sociales, les sciences humaines et sociales, comme l'économie, la sociologie, la psychologie sociale, l'anthropologie, l'histoire, la science politique, la démographie. Et l'économie, elle fait partie de ces sciences sociales, des sciences qui ont pour objet d'étude l'homme, mais l'homme en société, c'est-à-dire l'homme en société. Donc, l'économie fait partie de ces sciences qui étudient les relations des hommes au sein de la société. C'est vrai que les sciences sociales partagent des choses en commun, c'est-à-dire les hommes en société, étudier les faits sociaux. Mais l'économie va se distinguer de ces sciences sociales, des autres sciences sociales, par son objet particulier. Parce que l'économie, il étudie une finalité particulière. Il a un objet particulier, c'est étudier comment les hommes avec un grand H, hommes et femmes, les êtres humains, comment se mobilisent, comment ils agissent, comment vont se comporter, comment ils vont agir pour s'organiser et pour satisfaire leurs besoins. Satisfaire leurs besoins, mais pas tous les besoins. Il y a des besoins qui échappent à l'économie. Donc l'économie, les besoins qui relèvent de la vie matérielle. Les besoins qui relèvent de la vie matérielle, c'est ça. Donc l'économie, il va s'intéresser à la satisfaction des besoins qui relèvent donc de notre vie matérielle. Donc il y a des besoins qui échappent à l'économie, à l'économiste. L'économiste ne va pas s'intéresser à tous les besoins. Par exemple, le besoin entre un nourrisson et sa mère. Il y a d'autres besoins, le besoin d'amitié, le besoin spirituel. Il y a des besoins, les questions religieuses. C'est pas l'économie. L'économie peut s'intéresser les questions religieuses peuvent intéresser l'économie lorsqu'il s'agit du financement des églises ou des mosquées. Donc, l'économie s'intéresse à des besoins particuliers. Les besoins
qui nécessitent pour les satisfaire l'acquisition de biens et services. C'est-à-dire les besoins qui, pour les apaiser, pour les satisfaire, il faut passer par une destruction, une consommation des biens et services, une production aussi. Parce que pour un bien, avant de le consommer, avant de l'avoir, il faut d'abord le produire. Les biens, mais pas tous les biens aussi. Les biens économiques. Donc l'économie, à un certain moment, on va voir comment même d'autres biens qui ne sont pas économiques commencent à intéresser l'économiste. Les biens, donc l'acquisition des biens économiques, c'est ça l'économie, parce qu'on a deux types de biens. Les biens économiques et les biens non économiques. Les biens économiques, ce sont les biens qui, pour les avoir, il faut les produire. Il faut un effort de production. Il faut un financement. Certains étudiants confondent entre biens économiques et biens marchands. Non. Les biens économiques peuvent être marchands et non marchands. Même les biens produits par l'État sont des biens économiques. Ce n'est pas étant pas du ciel, ce n'est pas de la pluie. Les biens non marchands, les biens publics, même s'ils sont fournis gratuitement, ils sont des biens économiques parce qu'ils sont financés. Alors, il y a des impôts, des taxes, il y a des emprunts pour financer les biens non marchands. Donc, on a un bien économique marchand, non marchand, et des biens non économiques qu'on peut avoir sans les produire, sans passer par un financement. On les appelle les biens libres, comme l'air. Voilà, je ne dépense rien, et il est disponible en abondance. Donc, c'est vrai que l'économie ne s'intéresse pas aux biens libres. Mais, lorsqu'on constate de plus en plus une pollution, une dégradation de l'environnement, il n'y a pas que l'air, hein. Je peux donner comme exemple le soleil, le vent, donc les biens disponibles en abondance qu'on ne produit pas. Mais lorsqu'on constate comment l'environnement commence à se dégrader, comment l'environnement, la pollution de l'atmosphère, changement climatique, la pollution donc partout, je pense que même les biens libres commencent à intéresser l'économiste. Parce qu'on dépense aujourd'hui pour dépolluer. On organise des conférences, la COP 21, la conférence des partis, la COP 21, la COP 22. On dépense pour des conférences, la conférence de Rio, conférence de Kyoto. On a des ministères de l'environnement. Donc, même si certains biens sont libres, ils commencent à poser des problèmes. Parce qu'il arrive un moment, on pense à des années qui vont venir, au scénario. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas, si on ne bouge pas, si on ne finance pas des programmes de protection de l'environnement, donc on aura d'ici quelques années des problèmes, comment donc avoir un air, comment respirer, comment avoir un air pur qui ne nuit pas à la santé. Ça veut dire que cette vision de considérer certains biens comme échappant à l'économiste, elle est dépassée. On va voir ça avec la définition d'économie qui considère cette définition de Robbins. Ça veut dire que l'économie, cette définition qui est l'économie, étudie les actes des êtres humains qui ont pour but la satisfaction des besoins. C'est-à-dire comment, avec des ressources limitées, on doit satisfaire des besoins illimités. C'était ça la vision. Satisfaire des besoins illimités. Mais ça, c'est une définition qui est dépassée. C'est une définition grave, qui ne prend pas en compte l'épuisement des ressources naturelles, qui ne prend pas en compte les problèmes de dégradation de l'environnement. Le souci, c'était la croissance économique, croître, épuiser, satisfaire de façon illimitée. Mais on a des ressources limitées qu'on va dégrader, qu'on va épuiser. Donc c'est là on commence à considérer, à prendre en compte l'enjeu social et l'enjeu environnemental, comment pérenniser les ressources, comment les sauvegarder, comment les léguer aux générations futures. Donc
Donc, l'économie, c'est pas seulement, le but de l'économie, c'est pas seulement d'étudier comment satisfaire des besoins illimités avec des ressources limitées et chercher toujours la croissance, la croissance. Donc, ce qui se passe dans le monde, avec cette dégradation de l'environnement, avec l'épuisement des ressources, cette définition commence à s'affecter et à manquer de crédibilité. Donc l'économie, c'est vrai que l'objectif des économistes, c'était, ils étaient trop focalisés sur la croissance économique. C'est comment avoir la richesse, augmenter la richesse d'un pays pour faire ensuite la répartition des ressources. C'est-à-dire que le bien-être se mesure par l'indicateur de richesse, le PIB, le produit intérieur brut. C'est-à-dire un pays riche, c'est un pays qui a le PIB le plus élevé, important, avec deux chiffres, 10%, 12%, 11%. C'était ça l'objectif, le souci des économistes, c'était la croissance économique. Mais depuis qu'on commence à constater que la croissance économique n'est pas synonyme du développement, que la croissance économique ne signifie pas le développement, et que la croissance économique peut s'accompagner de problèmes sociaux, de problèmes écologiques. Donc, les économistes commencent à revoir leurs outils d'analyse, leurs modèles d'analyse et leurs objectifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir un taux de croissance élevé avec des inégalités sociales. On peut avoir un taux de croissance élevé, gonflé, mais gonflé avec des secteurs qui nuisent à l'environnement, avec des secteurs, avec des ressources issues de la criminalité, des ressources issues du trafic d'armes, des ressources issues de secteurs qui dégradent, qui nuisent à l'environnement, l'exploitation à outrance des ressources naturelles, la pollution des océans. Donc, voilà, donc l'économie, c'est. Les économistes sont obligés à revoir leurs outils d'analyse. Aujourd'hui, donc, les objectifs changent en fonction du temps et que l'économie ne cesse de se renouveler. C'est pourquoi il y a une diversité de théories, une diversité de pensées économiques tout au long de la constitution de cette science sociale. Donc, l'économie, c'est une science sociale. Je peux donner comme exemple d'autres sciences sociales. Donc, j'ai cité la science politique. La science politique, c'est une science sociale, mais la science politique s'intéresse à comment s'organisent les hommes, les êtres humains, pour assurer la gestion des affaires collectives à travers le gouvernement. Donc, la science politique s'intéresse à la décentralisation, parlement, donc le côté comment les hommes s'organisent pour gérer les affaires publiques, les affaires collectives. La démographie, c'est très important, il a un grand rapport avec l'économie, même la science politique, il a un grand rapport, on va le voir, comment le système politique, la nature du système politique influence largement le développement économique. Être en démocratie, c'est pas être en dictature. Donc, l'impact, le système politique et l'économie et le développement économique, c'est très important. Donc, l'économie, la démographie, c'est une science qui s'intéresse à la croissance de la population, le mouvement des populations. Donc, la démographie, donc une population s'influence par les naissances, par les décès, par l'immigration. Immigration avec I, deux M, immigration. Donc, il y a des mouvements qui s'influencent, donc des mouvements qui font augmenter ou baisser la population. Il y a d'autres sciences sociales, l'anthropologie, l'histoire naturelle des hommes. Il y a la psychologie sociale qui s'intéresse à comment les attitudes des individus s'influencent par l'appartenance à un groupe social. Être dans un groupe social, cette appartenance
peut influencer largement les comportements individuels. On le voit avec le téléphone portable. Comment, lorsqu'il y a là une nouvelle marque de téléphone portable, cette jeunesse ne peut pas rester sans acheter la dernière marque. Sinon, il va être, donc il doit imiter ce qui se passe dans ce groupe. Sinon, il va avoir des problèmes psychologiques. Pourquoi mon ami a pu acheter tel produit, pas moi. Donc, c'est ça la psychologie sociale. Donc, l'économie, il y a d'autres sciences sociales. Et l'économie a des rapports étroits avec les autres sciences sociales. C'est-à-dire que les phénomènes économiques s'influencent de façon importante, de façon forte, par tout un environnement pluriel, toute une atmosphère qui affecte le phénomène économique. Le côté démographique, avoir une population de 10 millions, ce n'est pas avoir une population de 40 millions. La population tunisienne, ce n'est pas le nombre de population au Maroc. 40 millions, ce n'est pas 12 millions. Ça veut dire que vous auriez une population, il faut faire des investissements, il faut des écoles, il faut des hôpitaux, il faut donc lutter contre le chômage. Vous auriez donc c'est vrai que le nombre de la population, ce n'est pas toujours un fardeau, puisque ça peut être un facteur de richesse. D'ailleurs, Jean Baudin, un mercantiliste qu'on va donc développer dans le cadre du Coran, c'est lui qui a souligné cette idée. Il n'est de richesse et de force que d'hommes. Donc le nombre de population peut avoir un impact positif, mais il peut aussi avoir un impact négatif si on n'arrive pas à faire des investissements, si on n'arrive pas donc à faire face à une population qui augmente en termes d'investissement démographique, en termes donc d'écoles, en termes donc il faut satisfaire les besoins de ces populations. Donc, j'ai donné l'exemple de l'influence des systèmes politiques, l'histoire, il influence aussi l'économie. Il faut donc, pour comprendre l'économie, il faut toujours remonter, donc aller à l'histoire. Le problème du sous-développement de pas mal de pays africains, il s'explique par la colonisation. Ça veut dire, voilà un phénomène historique qui a vraiment entraîné des dégâts, même si certains veulent nous faire croire que la colonisation a eu des effets positifs, une mission civilisatrice, alors que ce n'est pas ça. Le but de la colonisation, c'était d'aller exploiter certains pays dans le monde pour exploiter leurs ressources et assurer le développement de ces sociétés occidentales. Donc, l'économie, on ne peut pas comprendre cette science si on ne la rattache pas à un environnement pluriel. Donc voilà, l'économie, elle a des rapports étroits avec d'autres sciences sociales. Donc j'ai donné des définitions d'économie, on va voir aussi la semaine prochaine plusieurs définitions de cette définition qui a un rapport avec les besoins et les ressources. Il y a une équation. Et cette équation, c'est les économistes qui vont nous éclairer sur la meilleure organisation possible pour assurer cette équation, pour nous mener vers l'optimum. Comment des ressources rares vont être utilisées, exploitées pour satisfaire des besoins nombreux, variés et illimités. J'ai ajouté variés parce qu'on ne satisfait pas un besoin de la même façon. Manger, c'est un besoin, mais les hommes ne vont pas satisfaire ce besoin de la même façon. Il y a certains qui vont dépenser 2000 dirhams pour un repas et d'autres qui vont donc se suffire par 10 dirhams. Donc, ce n'est pas se déplacer. Il y a certains qui vont prendre le tram ou bien vont prendre transport public, mais d'autres qui vont avoir leur propre voiture. Donc, ce n'est pas besoin varié. Je donne l'exemple du téléphone portable. Il y a certains qui sont restés dans un téléphone ancien, d'autres qui veulent toujours suivre la mode. Donc, c'est ça l'économie. L'économie doit s'intéresser à cet aspect aussi. Donc, l'économie, les économistes ont cette responsabilité d'expliquer ce qui se passe, mais aussi de nous proposer des recettes, de nous proposer des théories, des modèles, de nous proposer
de nous aider, d'aider comment solutionner les problèmes qui se posent, les problèmes de société. Donc, c'est ça le rôle des économistes. Il explique, il apporte des théories, mais des théories doivent être exploitables, doivent servir l'humanité pour solutionner les crises, pour solutionner les problèmes. Le problème d'inégalité, les problèmes de chômage, les problèmes d'inflation, le problème de développement, le problème de famine, le problème de pauvreté, de précarité. Mais il faut dire que le chemin est encore loin parce que l'économie n'est pas encore dans la capacité d'assurer et d'assumer cette fonction de solutionner complètement les problèmes. C'est pourquoi l'économie il ne faut pas la considérer comme une véritable science. C'est vrai, c'est une discipline qui s'est construite pendant plusieurs siècles. Si l'économie, en tant que théorie autonome, a vu le jour avec Adam Smith, avec surtout son ouvrage publié en 1776, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Donc, on est vraiment, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, donc il y a pas mal de théories qui ont été élaborées par des économistes et il ne faut pas donc sous-estimer le rôle de l'économie. C'est une discipline en train d'acquérir vraiment un statut scientifique. Mais dire que c'est une véritable science, non, ce n'est pas encore une science qui peut rivaliser avec les autres sciences dures, exactes, parce qu'il ne peut pas nous livrer des résultats définitifs achevés. Et tant qu'on est en crise, tant qu'on a encore des problèmes, ce n'est pas une science. Ce n'est pas une science parce qu'il est incapable de prévoir exactement ce qui va se passer et nous proposer des recettes, nous proposer donc des recettes pour décider et pour agir et solutionner complètement et éradiquer le problème. Donc, voilà, donc l'économie, elle est très importante, elle est utile, donc son utilité et son importance, c'est pas seulement pour des politiques économiques, mais des politiques économiques sociales, c'est pas seulement pour l'État. On va voir comment donc l'économie, on a une économie, au début, ceux qui vont expliquer l'économie au début, c'était le terme comment il a été forgé à un niveau familial, que l'économie, ça doit servir la famille, la gestion des affaires domestiques. C'est là on a forgé, le terme a été forgé par Xénophon, un philosophe grec de la période antique, la période des autres philosophes, Platon et Aristote, les disciples de Socrate. Donc le terme a été inventé pour la première fois dans un ouvrage de Xénophon intitulé L'économique. Et l'économie, c'était donc, l'économie dans un premier temps, c'était la gestion des affaires domestiques, les affaires de famille. Pour lui, il a consacré tout un ouvrage, comment gérer un domaine agricole. Donc, c'est ça, donc il provient du mot grec, oikos, nomos, les règles de gestion de la maison. Ce terme allait s'élargir pour englober une dimension plus large lorsqu'il s'agit de gérer les affaires collectives, les affaires d'un État, d'une collectivité. C'est là le terme qui va être forgé par Antoine de Montchrestien en 1615, économie, donc il va parler pour la première fois d'économie politique. On va ajouter le suffixe politique. L'économie, donc, lorsqu'il s'agit des ressources gérées à un niveau plus grand, par exemple, les ressources de l'État, gérées par l'État, on est dans l'économie politique. Lorsqu'on va parler du budget de l'État, on va parler donc d'une dimension on va dépasser le cadre familial pour parler d'une dimension collective, on est dans l'économie politique. Donc, et cette expression d'économie politique, elle est largement utilisée par des économistes qui préfèrent cette expression plutôt que l'expression science économique. L'expression science économique, c'est vrai, il rivalise avec cette expression
parce que il y a un courant en économie le courant libéral, le courant néoclassique, qui a vu le jour en 1870. Ce courant néoclassique, marginaliste, il a voulu faire de l'économie une véritable science. Il va donc, pour donner plus de rigueur à l'économie et lui donner plus de scientificité, ça veut dire rendre cette économie plus rigoureuse, et pour rivaliser avec la chimie, la physique et la biologie d'autres. Donc, il va, ce courant, les économistes de ce courant, Léon Walras, Wilfrido Pareto, William Stanley Jevons, Alfred Marshall, Baumbauer et d'autres, ils vont recourir à la formalisation mathématique, à la modélisation, pour faire de l'économie une véritable science. C'est pourquoi ce courant préfère l'expression science économique, parce qu'il veut faire de l'économie une véritable science qui peut livrer des résultats achevés, définitifs, et qui peut prévoir. Donc, mais d'autres économistes ne veulent pas considérer l'économie comme une véritable science. Ils préfèrent parler d'économie politique, que l'économie c'est une science sociale, et que les phénomènes économiques ne peuvent pas être compris sans les rattacher à un environnement global. Ils s'influencent par une atmosphère sociale, culturelle, historique, c'est-à-dire que l'homme il est complexe. L'homme il est complexe, il n'est pas seulement une calculatrice, comme voulait nous faire croire l'économie néoclassique. On va le voir, ils vont imaginer, l'école néoclassique va imaginer un être fictif. Un être fictif, ils vont imaginer une calculatrice, un calculateur, qu'il soit producteur ou consommateur. Son seul souci, c'est maximiser sa satisfaction. En tant que producteur, il veut maximiser le profit. En tant que consommateur, il veut maximiser l'utilité. Et pour cette école, la société n'est composée que d'offreurs et de demandeurs. Une société atomisée, où il n'y a pas d'institution, et l'État, pour ce courant, l'État n'est que la somme des intérêts particuliers, des intérêts individuels. Donc, l'État n'est qu'un global qui découle des initiatives individuelles. Toute la société est composée d'atomes sous forme de consommateurs, de producteurs, qui ont pour seul souci la satisfaction de leurs besoins, la satisfaction de leurs attentes, qui ont pour objectif de maximiser la satisfaction. Profit pour les producteurs, utilité pour le consommateur. Donc, ils ont réduit la société à un marché. Et ils vont forger cet être fictif, imaginaire, égoïste, qui n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme, pas de famille. Il a des ressources, il doit les affecter de la manière la plus rationnelle possible pour maximiser sa satisfaction. Et là, cet être fictif imaginaire s'appelle l'homo economicus. L'homo economicus, donc c'est une petite calculatrice égoïste, rationnelle, qui n'a pas d'état d'âme. Le seul souci qui motive ses actes, c'est la maximisation de sa satisfaction. Profit, utilité pour les consommateurs, profit pour les producteurs. Donc c'est l'hégémonie du marché. Donc, c'est l'hégémonie du marché. Et cette conception libérale allait influencer largement pas mal de politiques économiques pour pousser les États à s'affaiblir, à se réduire. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut laisser les marchés fonctionner spontanément, automatiquement. Il ne faut pas les perturber. Ils ont la vertu, et que les marchés ont la vertu de nous mener vers l'optimum de Pareto, vers l'équilibre. Donc, le cours, la séance prochaine, j'ai fait cette séance introductive de situer l'économie, son importance, mais la semaine prochaine, la séance prochaine, il sera consacré totalement au plan, le plan que je vous ai déjà envoyé. Donc, on va quand même, pour chaque chapitre, le décrire,
d'écrire chaque chapitre. On va donc s'attarder sur les différents chapitres pour développer, pour vous expliquer l'essentiel de chaque chapitre qui, qui seront traités tout au long donc le mois de décembre, le mois de janvier, et aussi on verra, donc on va développer davantage, pourquoi pas, jusqu'au mois de février, si les examens vont quand même être organisés plus tard. Mais j'espère quand même j'espère que cette crise sanitaire globale donc j'espère qu'elle va donc va s'affaiblir, va s'essouffler pour revenir à la normale. On souhaite que donc que les choses vont se passer, que cette crise de façon donc à ce que la normale va revenir, à ce que les conditions normales vont donc se rétablir rapidement, on l'espère bien, pour l'ensemble pour les étudiants, pour les populations, pour l'ensemble des États qui souffrent en ce moment. Donc le problème de confinement, d'état d'urgence, il est mondial. Il a été dicté par des impératifs sanitaires pour donc contrer, pour limiter la propagation de ce virus. Donc c'est pourquoi on est obligé le Maroc aussi a été obligé d'adopter cet enseignement à distance parce que vu les conditions, vu le nombre de cas, donc je pense que c'est pas encore le régime présentiel, c'est pas pour un mois, donc on espère que ça va pas durer. Ça dépend des conditions des conditions sanitaires et des solutions qui seront donc peut-être que les solutions donc qui sont en train de se prendre dans le monde vont donc avoir des résultats au niveau de ce côté-là. Eh bien, je vous souhaite bon courage.